RTL, première radio de France. Sur RTL, accompagnons une planète qui change. Avec Louis Baudin, ouvrons les yeux sur les merveilles qui nous entourent. 19h, 20h30, élémentaire. Sur RTL. Bonsoir, bienvenue dans Élémentaire sur RTL. On va encore une fois parler de notre planète, alors en essayant de lui donner un petit peu une couleur, en tout cas un aspect qui va vous attirer, vous donner envie peut-être de la regarder un petit peu différemment. Et pour m'accompagner dans cette quête ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Werber. Merci d'être là, bonsoir. 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 Alors vous connaissez comme écrivain. Alors on va quand même commencer par le début. Donc il y a eu, quand on lit un peu votre histoire, cette pas ambiguïté, mais en tout cas cette ambivalence entre à la fois le côté littéraire et puis ce côté scientifique. Alors ça on ne retrouve pas partout. Enfin moi, par exemple, j'ai un cursus très scientifique, j'étais pas forcément attiré par le littéraire et puis souvent réciproquement. Donc vous avez réussi à mener un petit peu les deux en même temps. Après le droit et la criminologie, j'ai fait une école de journalisme et je me suis aperçu avec surprise que j'étais le seul à m'intéresser à la science. Et après, je suis devenu journaliste scientifique et je me suis aperçu aussi avec surprise que tous mes collègues journalistes scientifiques étaient pour la plupart des scientifiques qui avaient déchu vers le journalisme, mais très peu de journalistes qui étaient passionnés de science. Et moi, je suis un passionné de science. C'est-à-dire que j'aime tellement la science que pour moi, c'est pas un truc que je vais apprendre en université avec un type qui va mettre une note. Donc ma manière d'apprendre la science, c'était j'allais dans un club d'astronomie à Toulouse, je restais à observer les taches solaires pendant des heures, je restais à observer les anneaux de Saturne. Pour moi, c'était ça la science. Et la deuxième manière de faire de la science, c'est d'observer des animaux que je conservais dans des bocaux. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Alors, les têtards, puis les fourmis au hasard, oui, puis les coccinelles. J'ai fait plein de petits élevages, et je les observais, j'essayais de comprendre comment ça vit. Et voilà, je préfère cette idée-là de curiosité et de connaissance à science. Et donc j'avais une curiosité sur la planète sur laquelle je suis, et j'observais les autres planètes, et j'avais une curiosité pour la nature qui m'entoure, et j'observais les autres formes de vie. Alors voilà, j'ai même pas eu le temps de finir la présentation parce que vous êtes écrivain quand même. Non, je laisse parler. Avec 20 millions, vous disiez, vous avez fait à peu près le compte, 20 millions de livres vendus dans... 20 millions de personnes dans le monde sont allées dans une librairie et qui ont dit tiens, qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme? Depuis 20 ans, parce que ça a commencé avec Les Fourmis, c'est quand même votre premier best-seller, c'est en 1991, c'est ça, ça fait pile 20 ans. Oui. Vous avez commencé à écrire. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire Les Fourmis, ça m'a pris 12 ans en fait pour écrire ce livre, parce qu'il me fallait 12 ans à apprendre l'art du suspense. Parce que vous pouvez accumuler plein de connaissances, ça fait pas de vous un écrivain. Ce qui fait réellement de vous un écrivain, c'est le rythme, c'est-à-dire la capacité de tout le temps tenir les gens en haleine de telle manière qu'ils ne s'ennuient pas. Et je regrette qu'il n'y ait peu d'auteurs qui discutent de ça, les Anglais ont un terme, c'est page turning, c'est-à-dire l'art de maintenir les gens en haleine de telle manière que la lecture devienne une addiction. Et ça m'a pris 12 ans. Mais l'observation des fourmis en elle-même, finalement, c'était une évidence. C'est-à-dire, je regarde les bébêtes, je vois comment elles fonctionnent, je prends des notes et ça y est, j'avais une matière. Mais après, c'est la musique. C'est-à-dire, j'avais les instruments, mais il faut mettre ça en musique et ça m'a pris beaucoup de temps. C'était en 91. Ça m'amène à la première question, justement, en rapport avec l'élémentaire et avec les auditeurs, où on essaie souvent, enfin j'essaie, de leur donner envie de regarder. J'ai l'impression que l'observation, chez vous, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que vous avez senti tout de suite, non? Peut-être parce que, alors certains vont dire, oui, mais c'est facile, quand on est tombé dedans, on a ce sens-là de l'observation, c'est pas quelque chose que tout le monde a naturellement. Alors, oui, c'est vrai que le premier principe, je crois, pour toute chose, c'est écouter et voir sans juger. Ce qui nous gâche la vie, c'est qu'à l'école, on nous a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça mérite telle note, ça mérite pas telle note. Et du coup, on a une sorte de grille de lecture, et tout ce qui rentre dans notre système des sens est jugé. Et la manière honnête de fonctionner dans cette recherche des connaissances, c'est de regarder les choses sans les juger. Donc regarder un arbre sans dire il est beau ou il est laid, regarder une fleur sans se dire elle est belle ou elle est laide, ou regarder un animal sans se dire il est méchant ou il est gentil. Donc ça, très jeune, je me suis dit, je vais observer sans juger. D'ailleurs, j'applique ça aussi pour les êtres humains. Je les observe sans juger et je peux vous dire que c'est pas simple. Ça quand même. Parce que tout le monde vous dit en train de se dire facile ce qu'il dit là. Mais... Oui, voilà, les gens se disent tiens, t'as vu, celui-là c'est vraiment un crétin, ou celui-là il est formidable. On est tout le temps influencé. Non. La personne que j'ai en face de moi, tant que je la connais pas, donc elle est neutre. Et après, je découvre qui elle est, mais sans me dire c'est bien ou c'est pas bien.
Et c'est ça que j'ai appliqué à la nature, c'est-à-dire je la regarde, je me dis pas que les crapauds sont laids et que les rats sont méchants, je me dis pas que les papillons sont beaux et que il n'y a pas tout ce système manichéen qu'on nous a mis dans la tête, et c'est juste comment ça marche. C'est-à-dire je circulais dans la nature, je dessinais la nature et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Alors tout à l'heure je vous disais que je faisais des pots avec des fourmis, j'ai dû quand même en tuer beaucoup parce que j'avais pas compris qu'il fallait une reine. Ça a mis un temps. C'est le problème de la nature. Mais si vous refaites toute l'histoire tout seul, forcément, ça prend un peu de temps quand même. Oui. Mais je crois qu'en fait, il faudrait sortir la science des laboratoires, il faudrait sortir la science des scientifiques et dire aux gens, attendez, vous pouvez, sans connaître les noms latins, regarder des plantes. Vous pouvez, sans savoir comment ça fonctionne, essayer de sentir intuitivement ce qu'il y a autour de vous. Et puis, vous pouvez vous intéresser à tout, même si vous n'avez pas fait d'études, même s'il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a expliqué comment ça fonctionne. Vous pouvez regarder les étoiles sans connaître le nom des constellations. Vous pouvez juste avoir une sorte... simplement beau. Oui, avoir l'intuition, c'est en quoi ça nous parle. Par contre, là où j'ai peut-être innové, c'est qu'à force de regarder les bébêtes, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je penserais si j'étais à leur place? Et ça, j'ai appliqué sur tous les animaux, et c'est là où j'ai commencé à écrire. Ma toute première histoire, c'était l'histoire d'une puce qui gravissait un être humain. J'ai dû écrire ça à l'âge de 8 ans. Et tout le temps, je me disais, tiens, une puce qui est sur mon pull, elle doit avoir une sorte de brousse, elle doit avoir une sorte de jungle, et qu'est-ce qu'elle pense, comment elle peut interpréter ça? Et par la suite, ça m'a toujours amusé de chercher le point de vue de l'autre. Alors j'écris par exemple des nouvelles aussi où il y a le point de vue d'un arbre, le point de vue d'une autre planète, le point de vue d'autres espèces vivantes sous toutes sortes de formes, mais l'idée pour justement estimer la nature, se mettre à sa place. On peut avoir un point de vue d'un champignon, on peut avoir le point de vue d'un nuage. Vous savez, c'est juste là où on place la caméra. Et ma petite expérience que j'ai faite dans le cinéma m'a beaucoup amusé. Je me suis dit, mettons la caméra dans des points de vue exotiques. Et c'est aussi ce que j'applique dans les romans, c'est j'essaie de mettre ma caméra ou mon regard dans un endroit où on va voir une nouvelle pensée exotique qui va nous permettre, nous, de penser de manière plus large, d'être plus tolérants, de penser autrement. Bon, Bernard Werber, je pense que les auditeurs commencent à regarder la planète déjà un peu différent. Ça va aller très vite, un peu différemment. Il y a le point de vue de la planète. Par exemple, on peut très bien estimer que Gaïa est une planète. Et qu'est-ce qu'elle pense de nous? Déjà, automatiquement, dès qu'on a cette idée, on devient, j'allais dire, un écologiste intelligent. Et on ne se pose plus des problèmes de poubelle bleue et de poubelle jaune, mais on se pose des problèmes d'entité globale, d'un être vivant global qui est une planète et qui estime des petits parasites qui sont dessus, puisque nous sommes les puces de notre planète, nous sommes des sortes de petits animaux qui grouillons. On a l'impression qu'on est important parce que c'est notre point de vue, mais par rapport à la planète, par rapport à l'espace-temps, nous sommes des petites choses qui arrivons, qui disparaissons, qui sont remplacées par de nouvelles petites choses, et même l'apparition de l'espèce humaine sur Terre, qui est un phénomène très récent, et s'il le faut, qui ne durera pas très longtemps, par rapport à l'échelle de vie de notre planète, il y a 4 milliards d'années. Bon, alors justement, il faut en profiter, à regarder et à la respecter. Je parle pas trop vite, là. Non, c'est très bien. On va laisser d'ailleurs nos auditeurs respirer un petit peu, et on revient dans quelques instants, toujours dans Élémentaire. Pour aider la planète, apprenons à la regarder. 19h, 20h30. Élémentaire. Avec Louis Baudin sur RTL. Voilà, retour dans Élémentaire, toujours avec Bernard Werber. Je vous ai bien installé, vous avez vu, ah oui là, vous apprenez plein de choses d'un seul coup. Il faut bien se concentrer. Bah oui, mais ça fait partie du jeu. Si vous voulez apprendre à observer la planète, il faut aussi prendre le temps d'écouter, d'apprendre et d'apprendre à observer. Je veux revenir sur ce sujet là, les 5 sens qu'on oublie peut-être un peu, notamment quand on est citadin. Moi, c'est un peu ma quête de transformer le citadin de nouveau en quelqu'un qui va avoir envie d'explorer, de regarder la nature un peu différemment. Et pour vous connaître, j'ai lu par exemple Le Miroir de Cassandre, où à un moment vous dites qu'il faut, par un de vos héros, qui apprendre à se concentrer pour pouvoir retrouver ces 5 sens, en éliminant les uns après les autres, en oubliant de regarder par exemple. Donc du coup on retrouve un peu l'audition, et puis ensuite le toucher, et puis ça me paraît important. En tout cas de votre point de vue, ça a l'air d'être quelque chose de capital. Je crois que toutes les formes de spiritualité parlent de ça. Ça s'appelle ici et maintenant. Et comment être dans l'ici et le maintenant, c'est pas tout le temps projeté dans le futur ou ailleurs. Il suffit d'ouvrir ses sens les uns après les autres. C'est cette expérience dont je pense que vous faites allusion, qui est l'ouverture des 5 sens. Dans l'auditeur, et vous allez le faire. Allez. Voilà. Sauf ceux qui sont en voiture en train de rouler, peut-être. Non. Alors, ça consiste à prendre, on va dire au début 30 secondes,
pour fixer sa tête et fixer un cadre. Et dans ce cadre, comme un appareil photo, c'est-à-dire que nos yeux deviennent comme un appareil photo, on regarde tout ce qu'il y a avec la même chose que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sans juger. Nos yeux privilégient, par exemple, le regard des autres. Quand je vous regarde, je vois vos yeux. Mais, par exemple, il y a d'autres choses à regarder. Votre montre, votre stylo, et il y a tout un décor. Par exemple, je vais faire l'expérience de l'ouverture 5 sens maintenant pour qu'on comprenne bien. Il y a plein d'éléments dont on ne tient pas compte uniquement parce qu'on considère que c'est pas important. Là, par exemple, il y a un verre d'eau, il y a un ordinateur à côté de vous, il y a un petit bouton rouge, il y a des papiers, il y a au-dessus, on peut voir des petits néons. C'est-à-dire, si j'arrivais, je ne faisais pas ce travail de vision, je ne verrais que votre visage, et même je serais peut-être même pas capable de dire quelle est la couleur de votre chemise, de votre veste. Donc ce que je propose dans l'ouverture des 5 sens, premièrement, on fixe sa tête, on la bouge plus, et pendant 30 secondes, on décrit avec les couleurs et les formes tout ce qu'on voit, comme si on devait faire un tableau. Deuxième expérience, on ferme les yeux, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire en voiture, et là, on capte tous les sons. Par exemple, si je commence à faire un peu cette expérience au moment où je vous parle, je perçois qu'il y a une climatisation que je n'avais pas perçue en arrivant, qui tourne. Je perçois aussi c'est insonorisé chez vous, mais des gens qui parlent un peu au loin, en tout petit. Je perçois aussi les studios fermés, mais bon, j'imagine des petits bruits de machines. Là, il y a plein de sons que j'avais pas captés tout de suite. Comme tout à l'heure, je décrivais tout ce que je vois. Là, j'essaie de repérer tout ce que j'entends. Après, troisième expérience, c'est sentir tout ce qui se passe, qui entre en contact avec ma peau. Donc mes propres vêtements, la chaise, le sol, les chaussures, ma montre. Oui, pas seulement avec les doigts. C'est reprendre. Voilà. Prendre conscience aussi même de la manière dont on est assis, la pression qu'on a sur le dos. Donc toutes ces choses-là vont faire que je vais être réellement, par exemple, j'ai ouvert ces 3 sens, je vais être réellement dans l'ici et maintenant. Et je vais plus être projeté, je vais vraiment percevoir ce qui se passe autour de moi. Tout à l'heure, vous parliez d'observer. Voilà une manière d'observer qui me semble un peu plus profonde et efficace. Donc j'aime bien cette idée, être vraiment là, et pas déjà en train de penser à ce qu'on va faire après l'émission, ni qu'est-ce qui se passe à côté qui pourrait créer des problèmes. Mais être là, ici et maintenant, c'est une expérience extraordinaire à faire en forêt, notamment. Parce qu'il y a énormément d'odeurs, il y a énormément de bruit. Quand on fait cette expérience en forêt, en fermant les yeux, on entend toutes sortes de petits animaux qui tournent autour de nous, puis on perçoit des odeurs de lichen, des odeurs de bois. Notre corps est habitué à faire ça. Il existe un homme préhistorique qui est habitué à survivre grâce à ça. Il en reste quelque chose ou quoi? Oui, et je crois que ça nous fait du bien. Si on vit que dans la gestion du téléphone portable, de l'ordinateur et manger avec des gens qu'on regarde dans les yeux et tout, au bout d'un moment, on a un espace d'information qui est assez réduit. Il faut l'élargir pour rendre notre cerveau intelligent. J'ai lu récemment une étude qui a montré que l'homme actuel moderne a son cerveau qui est réduit de 10%. Et en fait, l'une des explications, tout simplement que notre cerveau est moins sollicité. On n'a pas l'impression pourtant, parce qu'il y a une somme d'informations qui arrivent. Il y a beaucoup de choses que notre cerveau ne sait plus faire. Par exemple, regardez, par rapport à l'homme préhistorique. L'homme préhistorique savait chasser. On ne sait plus chasser. Il savait se battre. Il savait construire une hutte. Il savait tisser, il savait fabriquer des pierres polies. En fait, si on mettait un homme préhistorique à côté même de moi, je pense qu'il sait faire beaucoup plus de choses que moi. Donc son cerveau a beaucoup plus de possibilités de sophistication. C'est pour ça que on doit rester modeste par rapport à nos ancêtres. Il y a eu un déplacement de l'utilisation du cerveau, mais ce déplacement n'est peut-être pas à notre avantage. Sans parler que s'il y a autant de dépression et de problèmes psychologiques, c'est que par moment, la machine, à force de fabriquer de l'abstraction, tourne contre elle-même et ne fabrique plus rien si ce n'est de l'autodestruction. Ça, a priori, l'homme préhistorique n'avait plus ce problème. Voilà, donc il y a une réhabilitation à faire de l'homme préhistorique qui est en nous, qui sait faire des choses que nous avons oubliées. Même la dextérité des doigts, je pense qu'on a beaucoup perdu, on ne sait plus coudre, enfin, la plupart des gens ne savent plus coudre, ne savent plus même respirer des plats avant de faire la cuisine. Il y a toutes sortes de réhabilitation de zones de nos cerveaux qui ne servent plus à rien, qu'il faut réveiller. Bon, il me semble. Écoutez, c'est votre point de vue, on l'écoute. Et je pense que quand même, ça apporte un regard intéressant, parce qu'effectivement, imaginer qu'on a peut-être un cerveau un peu moins utilisé que ce qu'il a pu être il y a quelques milliers d'années, c'est quand même, voilà. Il est plus utilisé pour l'abstraction, il est moins utilisé pour les choses pratiques. Pratiques, manuelles, voilà. Par rapport à son environnement, finalement. Oui, on a perdu conscience de l'environnement, parce que l'environnement aussi est moins riche. Quand vous promenez en ville,
ville, il y a essentiellement des murs de béton et des voitures. Une fois que vous avez repéré les deux éléments, vous n'avez pas beaucoup d'enrichissement de couleurs. Par exemple, moi je suis toujours très surpris de voir à quel point Paris est gris. J'étais récemment en Thaïlande et c'est surprenant parce qu'il y a de la couleur partout et les voitures, les taxis sont tous roses, fuchsia et tout le monde s'habille avec des couleurs. Et dès qu'on arrive à Paris, tout le monde s'habille en noir, en gris, en blanc. On dirait qu'il y a un renoncement au code couleur et c'est dommage. Je crois qu'il faut revenir vers les couleurs chaudes. Ce serait bien que les stylistes réinventent, réhabilitent les couleurs chaudes, le rouge, le jaune, l'orange, le rose, qui sont des couleurs qui nous mettent en joie, alors que le gris et le noir nous attristent. Pour prendre le cas du sens de la vision, je crois qu'il faut nous nourrir avec des choses agréables. Bon, auditeurs, changez de maillot de bain dès demain. S'ils ne sont pas en couleur, je vous le dis, si vous allez avoir de flash, ou alors préparez une valise un petit peu plus colorée. Vous aurez fait un petit geste, donc, dans le sens peut-être d'un recul, ou en tout cas d'une vision un petit peu différente. Allez, on est avec Bernard Werber. On revient tout de suite. Ne bougez pas. Avec RTL, avec Louis Baudin, ouvrons les yeux sur les merveilles qui nous entourent. 19h, 20h30, élémentaire. Sur RTL. Voilà, retour dans l'élémentaire, toujours sur RTL, toujours avec Bernard Werber, où on parle de notre planète. Vous avez vu, on a commencé très fort, l'observation, vous avez vu les 5 sens, ça revient un petit peu. Allez, on va commencer à avoir une garde-robe un petit peu plus colorée. Et là, on va continuer maintenant avec peut-être un aspect un petit peu plus général. Quelle est votre vision, alors avec à la fois ce côté littéraire et ce côté scientifique de la planète aujourd'hui? Est-ce que vous la voyez très polluée? Est-ce que vous la voyez finalement comme quelque chose, comme un passage obligé du progrès, par exemple, parce que l'homme forcément progressant dans le domaine médical, par exemple, on s'aperçoit que finalement on a fait des progrès, ça paraît indéniable. Dans le domaine aussi de la technologie, peut-être qu'on a une vie un petit peu plus confortable, même si on le sait, beaucoup de peuples sont toujours un peu laissés sur la touche, mais globalement, vous voyez ça comment? Écoutez, je vais reprendre une phrase du Dalai Lama, parce qu'il me semble qu'il a résumé tout en une phrase. Il a dit: le principal problème, c'est la croissance démographique. Je crois qu'au-delà de la pollution des machines, de tout ce qu'on veut, la Terre, elle peut supporter un certain nombre d'êtres humains sans être gênée, et 10 milliards d'êtres humains, si on veut nourrir tout le monde et donner à tout le monde une voiture, une télévision et un réfrigérateur. On n'arrive pas à faire aujourd'hui. Voilà. Si on veut être égalitaire et juste envers tous les êtres humains qui naissent sur la planète, ça veut dire qu'il faut détruire beaucoup de matières premières. Et nous n'avons qu'une planète, nous n'avons pas de planète de rechange. Donc, par rapport à notre masse humaine, je crois que la planète ne peut pas supporter beaucoup plus. Donc ce qui se passe, c'est que comme beaucoup d'espèces animales, il y a une tendance à l'autodestruction, c'est-à-dire que nous régulons par la guerre les excès de population. Et il me semble que l'idéal, ce serait de réguler la population avant qu'on soit obligé de s'entretuer. Et j'ai vu ça notamment chez les fourmis, au hasard, où chez les fourmis, la reine ne pond que le nombre d'individus nécessaires à la cité. S'il n'y a plus de nourriture, elle pond moins. S'il y a à nouveau de la nourriture, ou s'il y a par exemple besoin d'individus qui aillent explorer des zones, elle va se mettre à pondre plus. Donc il y a en permanence une adaptation entre le nombre d'enfants et le nombre d'individus nécessaires à la cité. Et nous mettons à faire des enfants, toute l'espèce humaine, je ne dis pas qu'en France, en fonction de facteurs culturels qui n'ont plus rien à voir avec la nature. En Chine, ils font des enfants parce qu'ils n'ont pas de retraite. Donc pour eux, faire des enfants, c'est une garantie que quand ils seront vieux, ils ne se retrouveront pas mendiants en train de se battre pour avoir de la nourriture. Donc les enfants s'occuperont d'eux. Voilà. C'est le système d'ailleurs sur pratiquement toute l'Asie. C'est une sorte de reconnaissance envers les ancêtres qui fait que plus on a d'enfants, plus on a de chances de ne pas être abandonné par la nouvelle génération. Mais cette chose-là fait qu'ils font beaucoup d'enfants et que ces enfants, après... Officiellement, c'est régulé aujourd'hui. Alors, c'est ce que je croyais avant d'aller sur place, parce qu'ils montraient tous leur carte en montrant un enfant. Ils disaient, voyez, j'applique la règle, une famille, un enfant. Mais finalement, il y en a un qui m'a discuté avec moi, il m'a dit, ça c'est pour les villes. C'est-à-dire que dans les villes, en effet, c'est contrôlé. Mais dès qu'on va dans les campagnes, vous verrez, en vous promenant, vous verrez partout des enfants. Et ils ne sont pas signalés. Et en fait, il y a un système de corruption. Les familles qui ont beaucoup d'enfants, ils donnent de l'argent aux responsables du parti communiste local pour qu'ils n'inscrivent pas les autres enfants qui sont nés. Et donc, comme ça, ils ont malgré tout et les bras pour pouvoir travailler dans les champs, et la garantie pour la retraite,
et ils n'ont pas l'amende parce qu'ils ont fait trop d'enfants. Si bien qu'il y a une explosion démographique dans les campagnes et il y a un contrôle démographique dans les villes. Et donc nous, quand on va là-bas, on voit que les villes, on se dit bon, ça va, mais si vous sortez des villes, vous voyez que dans les campagnes, par contre, il y a de plus en plus de Chinois. Par rapport à notre planète, en imaginant que notre planète est vivante, elle n'a rien à foutre des Chinois, des Occidentaux, des Européens. Elle se dit juste, il y a des petits trucs qui grouillent dessus, ils sont un peu plus nombreux. Et je crois que l'une des grandes erreurs des écologistes, c'est de ramener ça à un combat pays du Nord industrialisé avec pays du tiers-monde, et en rentrant dans quelque chose qui n'a rien à voir. Faudrait vraiment... Moi, il me semble que si les écologistes voulaient être vraiment logiques, ils devraient se mettre à la place de la planète Terre et se dire qu'est-ce qu'elle veut, elle, pas des combats qui datent de l'époque de Mao Tse-tung ou de Staline et qui n'ont plus rien à voir et qui sont plus du tout d'époque. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de résidu gauchiste qui fait que les écologistes n'arrivent pas réellement à penser à la planète, mais ils pensent à des combats altermondialistes ou gauchistes qui sont parallèles et qui ne devraient pas être mélangés. Oui, donc dans le constat actuel, finalement, vous dites qu'on n'a pas encore pris le bon virage, finalement. Il y a encore des choses à changer dans nos grands modèles. C'est un problème on va pas rentrer dans la politique. Oui. Non, c'est un problème de conscience. C'est-à-dire qu'on ne met pas la conscience au bon endroit. Moi, il me semble que le bon endroit où placer la conscience, c'est à la place de, pour prendre le nom de votre émission, l'élément Terre. Mettons-nous à la place de la Terre et arrêtons de voir des combats de gauche et de droite et regardons juste. Il y a un organisme vivant, recouvert avec des petits organismes parasites qui sont les humains. Comment faire pour que les parasites soient acceptés par le grand organisme? Mais on voit ça même, on reprend le cas des fourmilières. Dans les fourmilières, il y a des éléments parasites non fourmis qui rentrent dans la fourmilière, et il y a un moment, c'est stabilisé, ils arrivent à une harmonie et tout fonctionne bien. Mais s'il y a trop d'éléments parasites, la cité elle-même dépérit. Donc nous sommes les parasites de notre planète, maintenant il ne faut pas la détruire. Et là nous sommes en train de la détruire parce que nous n'arrivons pas à l'autocontrôle. Tout à l'heure vous parliez de la science, cette phrase fabuleuse de Rabelais qui est très très puissante qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous avons eu accès à la médecine, nous avons eu accès à la conquête spatiale, nous avons eu accès à toutes sortes de technologies, que ce soit dans le bio ou que ce soit dans la physique, et notre conscience n'a pas suivi. Donc on a utilisé la physique pour faire des armes, on a utilisé le bio pour se reproduire sans contrôle. Maintenant, il faudrait mettre un peu de conscience. Mais je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment faire ça. À la limite, il faudrait que tout le monde se calme et se mette à réfléchir ensemble. Toutes les nations se réunissent à l'ONU et se mettent à penser ça ensemble. Mais en tout cas, je ne rentre pas dans le cadre du combat écologiste classique dans lequel, je vous dis, il y a là juste les poubelles et puis les sacs plastiques. Je crois vraiment que l'élément clé, c'est la maîtrise de notre démographie. Comme je disais, le Dalai Lama nous l'avait déjà dit. Voilà. Bon, Bernard Werber, on va continuer dans quelques instants. On va reparler de la place de l'homme sur cette planète. Ça m'a amené une ou deux questions. J'imagine que les auditeurs en ont aussi. Alors j'essaierai de vous poser les bonnes. Mais une petite pause musicale, à tout de suite. Voilà, retour dans Élémentaire, toujours sur RTL, avec Bernard Werber, où on parle de notre planète. Vous avez vu déjà un peu avec un œil différent, un œil d'écrivain, de scientifique. Oui, je vous l'avais dit, on va apprendre plein de choses, et ça n'est pas fini. Tiens, justement, je voudrais revenir à la position de l'homme sur la planète, parce que souvent, je pense peut-être même faire partie de ceux qui ont ce travail, on se dit, bon, l'homme, quand même, il a une position un petit peu particulière sur la planète. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence, parce qu'il crée, parce qu'il y a une certaine forme d'empathie, je ne sais pas si d'autres espèces en ont. Donc, est-ce qu'on a vraiment cette position à part, ou est-ce, comme vous peut-être le laissiez entendre, ou j'ai mal compris, finalement on est un tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus respectable peut-être que les fourmis ou qu'une autre espèce, ou est-ce qu'on a quand même une place à part? Il y a une phrase de Freud que j'aime beaucoup, il dit « L'homme a connu 3 vexations. La première, c'est Copernic qui a dit que la Terre n'est pas au centre de l'univers. » Avant, on croyait qu'il y avait la Terre et tout autour, toutes les étoiles ne faisaient que du spectacle pour nous. Donc Copernic, première vexation. Deuxième vexation, Darwin, qui dit que l'homme est un animal comme les autres, en disant qu'il descend du singe. C'est assez vexant. Et la troisième vexation, c'est Freud lui-même qui se cite et il dit la motivation de la plupart des actes est la sexualité. Voilà 3 choses qui montrent qui nous sommes. Nous sommes sur une planète parmi des tas d'autres planètes, nous sommes des animaux parmi des tas d'autres animaux, et nos motivations sont des motivations de reproduction en vue d'une sorte d'éternité à travers notre génération, comme tous les animaux. Donc nous sommes ni mieux ni pire que les autres. Ce qu'il y a, c'est que nous avons des petits avantages
Parmi ceux-là, nous avons un cerveau en cortex qui nous permet des notions abstraites, et ça, les autres animaux ne l'ont pas. Et ça nous permet trois choses. Les auditeurs là, voilà, non, ça nous permet trois choses que j'ai évoquées dans les fourmis qui nous différencient des autres animaux. C'est l'humour, l'art et l'amour. L'humour, c'est une activité qui ne sert à strictement rien. Et qui est pourtant l'objet de votre dernier livre. Et l'objet, voilà, c'est le thème du rire du cyclope, parce que justement, on se dit, à quoi ça sert un animal de rire? Et l'explication que j'ai trouvée, c'est parce que nous avons développé une conscience qui nous a amené une forme de désespoir et de peur de la mort, et nous avons trouvé, par rapport au poison, le remède, c'est le rire. Donc les autres animaux n'ayant pas l'angoisse de la mort comme nous, même une biche qui se fait poursuivre par un prédateur ne va pas se dire « Oh, c'est affreux, je sens que ma fin est proche », elle court juste, quoi. Tous les animaux ne sont pas dans la peur de la mort. Nous avons peur de la mort, nous sommes angoissés pour notre propre disparition, et c'est pour ça que nous avons inventé l'humour. L'art, c'est une manière de nous sublimer, c'est-à-dire de montrer que nous ne sommes pas justement que dans la survie, la nourriture, la construction des cabanes, même si j'évoquais ça tout à l'heure, c'est notre honneur, c'est d'avoir développé une activité qui ne sert à rien d'autre que créer pour créer. Et enfin, l'amour, qui est non pas l'instinct de reproduction, mais qui peut être juste le plaisir d'avoir des sentiments, une fascination pour un autre être humain. Alors ça a l'air de contredire un peu ce que je dis, mais c'est aussi ce qui caractérise l'être humain et qui donne tout son charme, c'est que c'est un être paradoxal. En même temps, nous sommes destructeurs et nous sommes constructeurs. En même temps, nous sommes égoïstes et nous sommes capables d'avoir une empathie pour toutes les autres formes. Je pense que la meilleure position sur la planète Terre, c'est être un humain, parce que on peut agir bien au-delà de notre petit espace. On peut penser à toute notre planète. Le discours que j'ai eu tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'un chien, un chat, un loup, un singe puisse se dire « Tiens, je suis sur une planète sur laquelle je suis un parasite ». Déjà, c'est notre honneur. Nous avons notre conscience, une conscience qui peut s'élargir très loin. Donc je dirais, on est des animaux comme les autres, mais notre cerveau nous permet, grâce à l'abstraction, d'aller très très loin, au point où notre cerveau peut visiter des planètes, peut remonter le temps, peut se projeter dans le futur, et toutes ces possibilités nous rendent des animaux formidables. Du coup, ça nous donne aussi une responsabilité supplémentaire, énorme, peut-être, parce qu'on a pu salir, en tout cas, ou détruire en partie la planète, donc de notre responsabilité maintenant de lui rendre peut-être un côté plus vivable, en tout cas de la restaurer, si on peut la restaurer, et de respecter les autres espèces. Nous sommes la première génération à pouvoir se poser ce genre de questions, parce que nous sommes aussi la première génération à savoir réellement ce qui se passe. Avant, quand il y avait un problème en Asie, on le savait même pas. Maintenant, Tchernobyl, on le sait. Fukushima, on le sait. Donc, on peut plus dire on ne savait pas. En même temps, nous sommes la première génération un peu tranquille. Je pense que les générations précédentes vivaient dans l'angoisse de la guerre, dans l'angoisse de la maladie. Il y avait les pestes, il y avait des maladies terribles, il y avait la guerre, je dis sans rien, mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point on est privilégié, notre génération. On mange tous les jours, d'autant plus en Occident, on a une position très privilégiée. Étant dans cette position privilégiée, nous avons la possibilité de réfléchir. Et qui dit réfléchir dit penser aux autres, penser au futur, penser aux futures générations. Et parce qu'on a cette possibilité, on a le devoir de le faire. Je crois qu'il faudrait à l'ONU qu'il y ait un représentant des prochaines générations qui donne son avis au moment où les décisions soient prises, qui dise bon, moi je parle au nom de l'être humain qui apparaîtra dans 50 ans, et je peux vous dire qu'il n'est pas d'accord pour qu'on crée un barrage qui va peut-être créer des problèmes dans la forêt amazonienne, par exemple. Il faudrait qu'il y ait des représentants, je pousse encore plus loin, à l'ONU, il faudrait qu'il y ait des représentants des autres formes de vie, par exemple des représentants des animaux, des représentants des végétaux qui disent « Ok, vous voulez faire ça pour avoir de l'argent, mais le problème c'est que ça va entraîner notre destruction et que nous participons aussi à la survie de votre espèce. » Alors Bernard Werber, ça amène justement une question qui moi est un peu au centre aujourd'hui, je me la pose parce que j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui on reçoit une somme d'informations, l'homme reçoit une somme d'informations par effectivement plein de moyens techniques, soit internet, soit le téléphone, la radio, la télévision, enfin, est-ce que ça n'est pas trop dense par rapport à ce qu'il est capable de traiter ou d'ingurgiter? Je dis ça en réponse à votre question qui est, est-ce qu'on il ne faudrait pas qu'on s'arrête à un moment tous en se disant bon,
on en est là, d'accord. Si je vois très bien ce que vous voulez dire, je suis entièrement d'accord. Le fait que tous les jours on nous annonce une nouvelle catastrophe, ça fait que finalement on s'en fiche de la catastrophe précédente. À peine il y a Fukushima, ça y est, il arrive une autre catastrophe. Alors on est un peu comme, vous savez, si on reçoit plein de coups de poing, alors on oublie un coup de poing parce qu'on est déjà dans le suivant. Il y a un moment, il faudrait vraiment, pour reprendre l'expression, on s'arrête et on réfléchit et on regarde ça tranquillement et non plus aveuglé comme on l'est par l'actualité. L'actualité, c'est émotion, 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 peur, émotion, angoisse et au final, on ne réfléchit plus. On est juste dans oh là là, il arrive des catastrophes. Et c'est assez malheureux. Bon. Voilà, on va faire une pause aussi, ça va faire du bien. Un petit peu de musique avec Bernard Werber. On revient tout de suite après. Ne bougez pas, on se relaxe. Vous avez vu, de la sagesse, un petit peu de repos et on s'arrête. Allez, à tout de suite. Avec Louis Baudin, partons à la découverte de la nature. Élémentaire. Élémentaire. Jusqu'à 20h30 sur RTL. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps d'une petite pause avec la musique, vous avez réfléchi un peu à tout ce qu'on a déjà développé avec Bernard Werber. Allez, on continue. On va revenir sur la position de l'homme sur cette planète. Alors moi, j'ai une autre question sur cet état actuel. Donc on a vu qu'il fallait vraiment prendre le temps peut-être de réfléchir, mais on va finir sur ce sujet-là. Mais est-ce vous avez l'impression qu'on a quand même pris un virage vers le mieux, ou est-ce qu'on est encore en train de se chercher avec finalement encore beaucoup de tâtonnements, ou est-ce qu'il y a quand même un petit progrès? Bon, c'est positif dans l'émission. Je pense évidemment qu'il y a un progrès. Jamais nous n'avons vécu aussi bien. Jamais nous n'avons eu autant de choix de nourriture. Jamais nous n'avons eu autant d'informations sur cette nourriture. Jamais on a été aussi bien soigné. Non, c'est une époque merveilleuse. Moi, je suis pas du tout dans l'esprit c'était mieux avant. Tout à l'heure, je vous parlais de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique avait des facultés, mais ces facultés de survie parce qu'il n'y avait pas le choix. Nous, on a tous les choix possibles et donc on est aussi beaucoup plus responsable. Avant, les gens ils se battaient juste pour être sûrs de sauver leur famille. Maintenant, nous, on est dans autre chose. On peut penser à toute l'espèce. Et je crois qu'en fait c'est la meilleure période où vivre. On n'a pas encore décidé si on prenait le bon chemin ou le mauvais chemin. On est au carrefour, on est pile au carrefour et c'est nos choix qui vont tout changer. Avant, il faudrait responsabiliser l'homme. Avant, on disait c'est la faute à Dieu. C'est le principe des religions. On disait, bon, de toute façon, s'il pleut, s'il y a des catastrophes, s'il y a des problèmes, si on s'entretue, tout ça, c'est les dieux qui décident. Donc, ça nous déresponsabilisait. Après, on a dit, c'est le système économique. Il y a des grandes firmes qui font tout ça, ils ont plein d'argent, c'est eux qui décident de tout, et nous sommes que des petits pions qui sommes bloqués dedans. Et maintenant, je crois que la troisième position, c'est l'effet papillon, c'est-à-dire il faut savoir que nous sommes tous responsables de tout ce qui se passe. Quand on fait un petit geste, ça peut avoir des répercussions gigantesques. Nous ne sommes pas en dehors de la connexion planétaire. Jeter une canette, ça peut très bien entraîner une catastrophe comme le battement d'un papillon entraîne un typhon, et nous sommes responsables. Ce n'est pas la faute de l'économie, c'est pas la faute à Dieu, c'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. Et c'est là, en ça qu'on rentre dans une période vraiment fabuleuse, c'est que maintenant, on va responsabiliser les gens, on va leur dire, réfléchissez à ce que vous faites, prenez conscience des répercussions de vos actes, ça se peut que ces répercussions soient et très bénéfiques et très maléfiques. Mais ne croyez pas que parce que c'est aux actualités, que ça a l'air loin et qu'on vous montre tout le temps des bonhommes qui parlent dans des micros avec un peu d'autorité, que c'est eux qui décident de tout. En fait, c'est vous qui décidez de tout. Maintenant, ne vous trompez pas. Et la meilleure manière de ne pas se tromper, c'est, on en revient à cette idée, on s'arrête et on réfléchit. Et on s'arrête et on réfléchit, ça veut dire on s'informe de tous les éléments avant de prendre une décision. L'une des devises de mes héros, Lucrèce et Isidore, du rire du cyclope, c'est 1, on s'informe, 2, on réfléchit, 3, on agit. Et je peux vous dire, ça aussi, c'est très difficile à faire. Parce qu'on a tendance à 1, on agit, 2, on réfléchit les conséquences, et 3, on s'informe des dégâts, est-ce qu'on peut réparer. Mais ce principe de 1, on s'informe, 2, on réfléchit, 3, on agit, une fois qu'on l'a appliqué à sa vie, on s'aperçoit que déjà on fait moins de conneries, et ensuite on devient un peu plus responsable de ses actes. Et ça, je crois que ça va mettre du temps, il faudrait l'apprendre à l'école, mais ça va mettre du temps. Il faut créer une nouvelle génération de gens responsables et qui ne se regroupent pas. Vous savez, il y a aussi ce gadget de se regrouper avec un parti politique ou une secte ou un parti religieux, et puis on dit, ah ouais, c'est pas moi, c'est tout le groupe. Non, c'est toi.
faut sortir les gens du groupe et leur dire attends, c'est toi qui as pris la décision, si tu votes c'est toi qui votes, si tu fous en l'air une cabine téléphonique, c'est toi qui le fais et c'est toi qui es responsable. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Nous sommes la première génération qui peut être responsabilité de ses actes. Donc responsabilité individuelle, ouais. Exactement. Bernard Werber, on ne bouge pas, on revient dans quelques instants, toujours dans Élémentaire pour parler de notre planète, bien sûr. La nature est un spectacle au quotidien. Avec Louis Baudin, découvrons les coulisses du monde qui nous entoure. Élémentaire. Jusqu'à 20h30 sur RTL. Élémentaire, oui, ça continue sur RTL, toujours avec Bernard Werber. Alors, je voulais revenir justement sur le côté éducation, parce qu'on s'aperçoit que finalement, effectivement, il faut peut-être totalement changer quand on vous écoute, quand on vous regarde. C'est vrai que finalement, petit à petit, on voit la planète un peu différemment. Je sais pas si ça fait le même effet chez nos auditeurs, mais moi, ça m'interroge, ça m'ouvre plein de petites portes. Enfin, donc, c'est un peu l'idée de cette émission. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être créer un nouveau mode, c'est peut-être un peu trop prétentieux, mais un nouveau système d'éducation, peut-être par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui avec les générations qui arrivent. Je crois que de toute façon, la clé, c'est l'éducation des prochaines générations. Là, pour l'instant, nos générations, nous subissons le poids des traditions, on va dire, même les traditions d'éducation scolaire. Maintenant, il faut inventer une nouvelle manière d'éduquer les enfants, de les responsabiliser et de les intéresser à la planète sur laquelle ils sont. Et je crois que là, à ce niveau-là, c'est le grand challenge. Tout est à inventer. On pourrait presque dire qu'on part à zéro. Ça serait bien de pas vivre avec les scories de début de choses qui fonctionnent pas trop. Et je mets dedans l'écologie. Il me semble que l'écologie, ils ont pris un mauvais chemin. Il serait temps de réinventer une nouvelle écologie. En fait, j'allais dire, vouloir préserver la planète, ça ne devrait pas être un parti. C'est comme se laver sous les bras. Il n'y a pas le parti on se lave sous les bras. Pour nous, c'est une évidence. On se lave les dents. Vouloir préserver le milieu dans lequel on est et vouloir le laisser propre pour ses enfants, c'est juste une évidence. Donc, je pense que ça ne l'est pas encore, franchement. Ah, mais si ça l'est pas, il faudrait faire le parti du bon sens, voilà, ou de l'évidence. Ouais. Mais c'est quoi le sens différent? Ça serait vouloir détruire la planète pour nous en profiter au maximum très très vite en s'en foutant de la prochaine génération. C'est ça, c'est ce qu'il faudrait dire. Donc le parti du court terme contre le parti du long terme. Le parti du jouissons au maximum très vite contre le parti du on laisse quelque chose où nos enfants peuvent encore profiter de l'eau potable et de l'air respirable. Voilà. Et c'est deux visions du monde, le court terme et le long terme. Mais l'écologie en soi telle qu'elle... j'allais pas se dire, c'est un peu comme le féminisme. Pourquoi vouloir préserver les femmes? Les femmes, naturellement, sont des êtres humains. Il n'y a pas besoin de créer un parti spécial pour les préserver, comme c'est une espèce en voie de disparition. On devrait tous être naturellement féministes, on devrait être tous naturellement écologistes. Il ne devrait pas y avoir de parti pour pouvoir défendre ces choses qui me semblent évidentes. Mais alors, pour revenir à l'éducation est quand même basée sur apprendre un certain nombre de savoirs, que ce soit en humanitaire, on en parlait tout à l'heure, dans d'autres domaines scientifiques. Évidemment, au fur et à mesure que la science avance, il y a un savoir plus important à connaître, si on veut se mettre à niveau de l'état de la connaissance. Donc, il faudrait dépasser ces fonctionnements. En fait, aujourd'hui, c'est ça, l'éducation, on se concentre sur, il faut qu'ils en sachent le plus possible au moment où ils vont il faudrait surtout leur donner un mécanisme de curiosité naturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où le jeune sort du lycée ou de l'université, il a envie en permanence de continuer à s'informer et se renseigner. Parce que là, pour l'instant, l'école fonctionne comme une sorte de lampe de lancement. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on est lancé, après on s'occupe plus de nous. Mais il y a d'autres choses qu'on devrait apprendre à l'école. Je vais vous en citer une toute simple, c'est respirer. Je crois qu'on respire très mal. Ça peut paraître bizarre. Non, c'est vrai qu'on respire que par le assez souvent, haut des épaules et ça nous rend nerveux. Et une manière de se calmer qui est ultra simple, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de yoga ou quoi que ce soit, c'est juste respirer par le ventre. Même si justement les yogis le savent ça et on le voit dans plusieurs... Les sportifs aussi, les sportifs de la musique, il faut apprendre pour récupérer à respirer avec le ventre. Pour les gens qui ont du mal à dormir, je peux donner ce truc, c'est en respirant par le ventre, on se détend automatiquement. Apprendre à respirer. Autre chose, apprendre à dormir, connaître ses cycles de sommeil. Encore une autre chose, apprendre à manger. Toutes ces choses nous semblent ultra évidentes. On progresse un peu de ce côté-là quand même. Fais un peu plus attention. Alors ça, je vais vous expliquer ce que j'entends par apprendre à manger. Apprendre à mastiquer, parce qu'on mastique très peu. Apprendre
à ne pas boire d'eau parce que ça dilue. Mais c'est des trucs. On est loin de l'écologie, mais ça m'a l'air du bon sens. Faut pas boire de l'eau au milieu du repas tout simplement parce que ça, c'est très simple. Il y a des sucs gastriques qui sont des acides. Si vous mettez de l'eau, ça les dilue, donc ça vous complique tout le système. Après, prendre conscience quand on mange qu'on mange. Il y a beaucoup de gens qui sont au restaurant et qui, parlant en mangeant, en fait, ne savent même pas ce qu'ils ont mangé. Tiens, un exercice aussi que je peux proposer à vos auditeurs, tout simple. Après, on va s'arrêter un peu. Avant de se coucher, mais tout ça c'est du bon sens, ça fait partie par aucune discipline connue. Avant de se coucher, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Exactement. C'est se remémorer le meilleur moment de la journée. Ça a l'air tout simple, mais au moins que ce moment soit pas perdu. Je vois, il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires, ils les oublient. Une manière toute simple de ne pas l'oublier, c'est juste avant de se coucher, se rappeler et le revivre. Par exemple, si vous avez mangé quelque chose de vraiment très bon, juste vous rappeler le plaisir. C'est rien du tout, mais ça peut changer beaucoup de choses. Plaisir, voilà. En fin de journée, on se pose, voilà, vous regurgitez toutes les leçons, tout ce qu'on a dit sur l'éducation. On est loin des livres, tout d'un coup. Mais vous savez que j'ai compris tout ça en écrivant les livres, et j'ai essayé tout le temps de transmettre ça dans mes livres. Je me suis dit, attends, je découvre ça dans mon corps, maintenant il faut que mes personnages le découvrent aussi, comme ça les gens, si ça rentre en résonance avec eux, ça va réveiller quelque chose chez eux. En fait, j'ai écrit pour réveiller les gens. Je crois que le sens d'un bon livre, enfin les livres moi qui m'ont fait plaisir, c'est les livres où je me suis dit tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est tout simple, mais je peux le mettre en pratique. Voilà. Bon. Écoutez Bernard Werber, moi je suis très heureux de vous avoir invité parce que vous êtes un parfait ambassadeur pour mon émission. Et ce que je cherche à faire, éveiller la curiosité. Mais je crois qu'on est très nombreux à penser ça. Ce qu'il y a, c'est que ça paraît par moments, c'est un discours qui est pas habituel. Alors ça paraît tout de suite, on se dit tiens, mais il se réfère à quel système? Bon, je ne réfère à aucun système. Je crois que je suis juste un être humain qui se pose des questions. Mais non, si vous êtes arrivé aux mêmes conclusions, si vous vous êtes posé les mêmes questions, en général, c'est un... Ah si, je peux dire encore autre chose. Il y a un truc, peut-être très vite. Bon, très vite, allez, avant le journal. Il y a un truc pour bien comprendre ce qu'on fait sur cette terre, c'est qu'on sait tout simplement les soirs où il y a des étoiles, regardez juste les étoiles, sans télescope, sans rien, juste regarder l'espace, et tout d'un coup on comprend sur quelle planète on vit, et on comprend la perspective, et nos petites misères, c'est pas si grave que ça, parce qu'on n'est qu'un petit truc sur une grosse planète. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà, si vous sentez un moment déprimé ou vous sentez une dépression qui arrive, vous levez la tête, vous regardez les étoiles, ah attends, je suis juste un petit bestiau là sur le système, et voilà, ça rend plus humble aussi. Bon, bah écoutez, c'est la même chose avec la météo. N'oubliez pas de regarder le ciel, il est souvent beau. Alors, une petite nuance, on voit mieux le ciel, on voit plus loin quand il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que le jour, on voit rien, c'est la nuit qu'on voit. Donc, il faut regarder la nuit. Les deux, alors. C'est là où on a la perspective de tout l'univers. Le jour, on est bloqué par les nuages. Bon, bah écoutez, regardez la nuit. Je peux me permettre. Oui, quand il n'y a pas de nuages, vous avez raison. Quand il n'y a pas de nuages, voilà. Bon, allez, on continue, mais ça sera après le journal. On fait une petite pause. À tout de suite avec Bernard Werber. RTL. Sur RTL, accompagnons une planète qui change. Avec Louis Baudin, partons à la découverte de la nature. Élémentaire. Élémentaire. Jusqu'à 20h30 sur RTL. Allez, retour dans Élémentaire. Merci d'être encore avec nous et d'être avec Bernard Werber aussi. Bah oui, vous êtes peut-être captivé. En tout cas, moi, je le suis. J'aurais encore plein de questions à poser. Donc, on va reprendre tout de suite le fil de cette conversation. Je voudrais revenir sur le côté science. Ouais. Parce que la science est à la fois quelque chose qui nous a permis de progresser. C'est aussi la science qui, en partie, nous a donné les outils pour plus polluer, en tout cas peut-être avoir des comportements parfois un petit peu limites. Bon, l'armement, évidemment, étant un peu une caricature. Mais est-ce que c'est quand même pas par la science que l'on sortira par le haut? Est-ce que la science est quelque chose d'indispensable? Je dis ça parce que certains pensent que finalement, il faudrait peut-être arrêter de progresser, d'apprendre. Je crois que la science va nous libérer de la science, que la technologie va nous libérer de la technologie. Je crois que les scientifiques sont des gens qui sont peut-être plus conscients que les politiciens normaux de ce qui se passe. D'ailleurs, je regrette que dans les récents gouvernements en France, il n'y ait pas de scientifiques. C'est souvent des avocats que nous choisissons comme leaders, mais pas seulement en France. Il devrait y avoir quand même une représentation de gens qui savent comment marche une cellule, comment tourne une planète. Ça peut servir à penser l'avenir du pays. Voilà, je suis pour la réhabilitation des scientifiques. Mais est-ce que ça, c'est pas justement la preuve que pour l'instant, on n'est pas encore dans une société suffisamment mature pour intégrer ce côté scientifique et être encore dans le paraître avec des postures que ça peut bien faire les hommes politiques. Les scientifiques ont une très mauvaise image. D'abord, ils communiquent mal. Quand on les voit à la télé, ils ont toujours l'air de gens qui prennent un peu de haut, qui ont l'air hautains et prétentieux.
Ils communiquent souvent de manière très technique. Bon, j'ai été pendant 7 ans journaliste scientifique au hasard au Nouvel Observateur, et j'ai pu voir, il faut traduire leur langage pour le grand public, et qu'on leur dit, essayez de vulgariser, ils ont l'impression qu'on leur demande de paraître ridicule auprès de leurs collègues. Il faudrait remettre en valeur la vulgarisation et leur dire, vulgariser, ça veut dire être clair pour être compris par tous. Vous n'avez pas à être compris que par vos collègues, vous devez être compris par tout le monde. Et pour être compris par tout le monde, utilisez les mots de tous les jours. Ne soyez plus dans cette recherche du mot précis, exact, qu'on vous a appris à l'université. Soyez plutôt dans l'expression qui va vous permettre d'être compris par tous. Et c'était mon travail de journaliste scientifique, c'était d'utiliser des mots courants pour parler de choses complexes. Et c'était étonnant d'ailleurs parce qu'il y avait un collègue qui, lui, n'était pas du tout d'accord, qui disait non, il faut utiliser les termes techniques. Et lui paraissait pour le sérieux et moi je paraissais pour le type un peu moins sérieux. Je passe juste pour moins sérieux parce que je suis compréhensible. Donc il faut être incompréhensible pour paraître un vrai scientifique. C'est quand même un peu stupide. Oui. Et les grands scientifiques, je pense notamment à Einstein, étaient des gens qui savaient très bien vulgariser avec des mots très simples et être compris par tous. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont pu être non seulement des chercheurs mais aussi des philosophes. Alors on va continuer avec la science et surtout le futur, parce que ça, je sais aussi que dans vos romans vous l'abordez assez souvent, avec notamment les gens ont peut-être été sur le site, c'est l'arbre des possibles. L'arbre des possibles, hein, que vous évoquez dans vos romans. C'est alors quels sont les différents scénarios possibles pour notre avenir en fonction de nos comportements, en fonction de. Alors ça, vous voyez ça comment pour l'instant? Bon, j'ai une petite idée de la réponse, mais vous restez probablement très prudent. Mais est-ce qu'il y a quand même des pistes comme ça que vous explorez, que vous avez envie de mettre un peu en avant? Alors, d'abord, l'Arbre des possibles est un site des internautes. Je n'écris rien du tout dessus, si ce n'est que j'ai inventé le principe. Après, maintenant, c'est mais vous l'avez inventé dans les romans, hein? J'ai inventé dans le roman, puis je l'ai fait fabriquer par un ami qui s'appelle Sylvain Timsit, qui est le jardinier de cet arbre. Nous avons plus de 2 millions de visiteurs. Nous avons plus de 8000 scénarios qui sont posés par les internautes. Donc c'est des petites feuilles et donc Sylvain les a disposées et on voit les enchaînements d'événements dans le futur, dans une sorte de futur probable. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que malgré tout ce qu'on entend aux actualités, sur les 8000 scénarios, il y en a 70% qui sont optimistes. C'est-à-dire que les gens, alors je ne sais pas si c'est mes lecteurs ou c'est spécialement les lecteurs qui viennent sur Internet, mais je crois que finalement il y a une nouvelle génération qui croit qu'on va s'en sortir et qui croit qu'on peut inventer maintenant de nouveaux outils pour changer les choses. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça que j'entretiens ce site, donc www.arbredespossibles.com. Et c'est pour moi un observatoire. En même temps, je crois que dans 100 ans, quand on verra ce que pensaient les gens de l'an 2011, on sera étonné, on sera surpris, comme on pourrait être surpris de voir ce que pensaient il y a 100 ans les jeunes. Moi, j'aimerais bien savoir ce que pensaient les jeunes de notre époque. Voilà, c'est un observatoire du futur, et ça n'a pas d'autre prétention que d'être un lieu où une sorte de banque de données de toutes les visions du futur des jeunes, mais de tout le monde. Mais ça prétend pas prédire l'avenir, ça prétend juste montrer ce que pensent de l'avenir les jeunes de nos jours. Bon, on va y revenir. Les gens de nos jours. Les gens de nos jours, oui, toute génération. Bon, à tout de suite avec Bernard Werber dans Élémentaire. Merci d'être avec nous. Avec Louis Baudin, ouvrons les yeux sur les merveilles qui nous entourent. 19h, 20h30, Élémentaire. Sur RTL. Élémentaire, oui, sur RTL, toujours avec Bernard Werber. Merci d'être avec nous, de nous accompagner dans cette vision, ou en tout cas dans cette observation de la planète un petit peu différente avec Bernard Werber. Alors on va continuer avec l'avenir maintenant, pour évoquer un peu ces différents scénarios. Alors, dans cet arbre un petit peu des possibles, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans l'avenir? Est-ce que les gens ont justement, alors peut-être des idées un peu préconçues, disant voilà, dans 100 ans, a priori on va aller vers ça, on sera plus calme, on sera plus intelligent, on sera plus... Est-ce qu'il y a des choses qui sortent ou pas vraiment encore? Il y a une tendance, Paris piétonnier par exemple, tout ce qui est écologie, tout ce qui est maison en autarcie, mais écologie dans le sens ne pas détruire le milieu. Il y a un réel souci parmi les internautes de l'Arbre des possibles de laisser une planète propre. En tout cas, c'est ce qu'ils ont envie de montrer. Il y a une peur de la guerre, il y a une peur de la pollution. Tout ça est programmé naturellement, je dirais, par les médias. Oui, aujourd'hui, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a certains qui vraiment se démarquent et trouvent des voies, des sorties de secours. Et comme je dis parfois, tout ce qui pourrait arriver de bien à nos petits-enfants est forcément inventé par quelqu'un de nos jours, comme tout ce qui est bien maintenant a été forcément inventé par quelqu'un dans le passé. Donc, au final, c'est un problème d'imagination. Et on n'a pas besoin d'être scientifique pour avoir de l'imagination, on n'a pas besoin d'être prospectiviste pour parler du futur, il suffit juste d'avoir une idée. C'est pour ça que j'ai créé l'Arbre des possibles, c'est pour démocratiser le futur, dire, attendez,
Il y en a marre des spécialistes qui sont spécialistes en rien du tout d'ailleurs et qui se trompent tout le temps. Vu que de toute façon les spécialistes se trompent, allez-y, mettez votre vision du futur, puis on verra bien. Mais c'est sûr que plus il y aura de scénarios, plus il y aura de chances de transmettre des idées à d'autres gens. La meilleure manière de savoir ce qui va arriver dans le futur, c'est de l'inventer maintenant. J'aime bien une phrase que je fais souvent dire à mes personnels, je sais plus où je l'ai vu, c'est une goutte d'eau peut faire déborder l'océan. C'est cette idée de l'effet papillon. Nous pouvons tous agir sur l'ensemble du projet humain, du troupeau humain. Nous pouvons tous avoir une idée qui va tout changer. Il faut juste oser. Oui, mais ça c'est un peu dérangeant parce que je me dis dire oui, mais je peux pas me cacher dans la masse. Non, finalement chacun peut, à son petit niveau, avoir un peu de responsabilité et jouer un peu et agir. Et ça peut être dérangeant aujourd'hui. C'est la responsabilité. Ouais, la responsabilité. Mais alors tiens, justement, ça, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, mais non, ça va. C'est dans le projet d'école du futur, une chose à apprendre, c'est la responsabilité. Le système de l'école actuellement est fait pour faire le bon citoyen qui va s'inclure dans la machine entreprise. Ok, maintenant c'est passé. Maintenant, il faut inventer le nouveau citoyen du futur qui, lui, est responsable de ses actes et est capable de créer une mini-entreprise dont il pourrait être le cœur et d'assumer tout ce qui va arriver. Donc il y a non seulement la responsabilité à prendre, mais il y a peut-être aussi une autre notion qui est la prise de risque. Je ne crois pas au système d'assistanat. Je ne crois pas à une société où on prépare tous les gens à être de futures personnes qui vont être assistées. De toute façon, c'est pas amusant d'être assisté. Moi, j'ai été chômeur pendant 1 an et demi. C'est angoissant. On se dit pas chouette, je fais rien, je gagne des sous. Ce qui est bien, c'est de se réaliser. Le but d'une vie, c'est laisser exprimer ce qu'on a de meilleur en nous. Alors, moi j'ai eu cette chance dans mon métier de romancier, enfin je m'épanouis. Mais j'ai envie de dire, nous pouvons tous nous épanouir, nous réaliser, il faut trouver son mode d'emploi et il faut prendre des risques. Et ça, c'est à l'école de nous aider à nous retrouver nous-mêmes et à ne pas avoir peur de faire rayonner ça, même si on est différent des autres. L'école jusque-là servait à nous rendre pareil que les autres, maintenant il faudrait que l'école nous permettre d'assumer notre différence et dire votre différence c'est comme ça que vous enrichissez les autres et vous n'avez pas à vous cacher. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait l'arbre des possibles, c'est pour dire venez nous parler de votre différence, venez nous parler de vos idées. Si vous pouvez mettre un pseudo, vous pouvez mettre votre nom. C'est Sylvain, donc le webmaster, qui sélectionne les meilleures idées. Donc c'est juste sur la qualité des idées qu'on passe les scénarios. Mais tout le monde a sa chance et on regarde pas est-ce que la personne a fait des études ou un petit docteur ou de professeur, on s'en fout. Et je crois que c'est ça le futur, responsabiliser les gens. Bon, on va continuer. Alors, on va revenir sur ce principe de précaution. J'aimerais bien avoir votre avis. Parce que je pense que c'est effectivement parmi les choix de société un point important. Mais on va faire une petite pause. Voilà, on reste calme, serein, zen. Vous l'avez compris. Et on réfléchit pendant cette pause musicale. À tout de suite. La nature est un spectacle au quotidien. Avec Louis Baudin, découvrons les coulisses du monde qui nous entoure. Élémentaire. Jusqu'à 20h30 sur RTL. Vous êtes toujours sur RTL, dans Élémentaire, avec Bernard Werber. On continue ce périple, cette vision de la planète un peu différente. Alors, je voudrais continuer avec le principe de précaution. Je pose très souvent la question à nos invités, parce que je trouve qu'on est à un moment peut-être charnière, en tout cas dans cette position-là, dans cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce principe de précaution qui, en France, est même devenu maintenant quasiment dans la loi, dans la Constitution? C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité que l'État protège, au-delà de ce qu'il peut faire, je dirais d'instinct ou naturellement, de cette nécessité de protéger la collectivité en sa totalité. Donc du coup, ça crée effectivement un assistanat dont on a déjà parlé. Je partage complètement votre avis. Il faut développer ce principe de précaution. Et d'ailleurs, je fais partie des très très rares qui considèrent que ce qui s'est passé avec l'affaire de la grippe aviaire, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire faire 80 millions de vaccins qui n'ont servi à rien, il fallait le faire parce que il y avait quand même la possibilité que ça serve à quelque chose. Et si on les avait pas fabriqués et qu'on avait eu réellement une grippe mortelle, là ça aurait été une vraie catastrophe. Donc il vaut mieux, ce principe de précaution, en faire trop, pas assez. De même, il vaut mieux perdre de l'argent parce que on a envisagé la possibilité que ça tourne mal, plutôt que de se dire tout va aller bien.
Mais alors, je suis optimiste, mais il faut faire le système de précaution. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu antinomique avec le fait de responsabiliser l'individu? C'est-à-dire que là, le principe de précaution, on le met un peu dans une bulle, quoi. On dit, oh, ben, ça va, l'État me protège, hein, mais l'individu ne peut pas fabriquer des vaccins. Il y a un moment où l'État a une fonction réelle qui est de protéger l'individu. Pour revenir à la fourmilière, il y a une communauté, il faut préserver la communauté, chacun agit dans la communauté, mais sur certaines opérations comme fabriquer des vaccins, un individu tout seul ne peut pas y arriver, donc c'est à la collectivité d'assumer ce choix. Alors je voudrais revenir sur un autre point. Alors là, avoir la vision un peu de l'auteur, revenir. Bon, on voit dans vos livres, vous exprimez donc plein de positions, plein d'espoir, plein parfois de contrariétés. Mais alors, vous vivez comment dans cette société d'aujourd'hui? Quand vous traversez comme ça un pays, quand vous traversez une ville, vous avez quel comportement? Vous intégrez comment? C'est-à-dire que vous avez une vie sociale très importante, vous avez besoin d'aller vers les autres, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'écouter, vous êtes plutôt en repli comme un observateur. Comment est-ce que vous évoluez? Quand j'arrive dans un nouveau pays, je voyage beaucoup. D'abord, j'essaie de rencontrer des gens avec qui parler et des gens qui me racontent des choses que je ne connais pas. Après, il y a un temps pour parler et il y a un temps après pour m'imprégner de l'atmosphère de la nature. Mais comment dire, j'ai une manière de fonctionner qui est un peu bizarre, parce qu'à côté de ça, donc il y a un temps où je m'ouvre complètement à la société, il y a un temps où je m'ouvre complètement à la nature, et puis un temps où je me mets avec mon ordinateur portable et je dois passer pour un autiste, parce que là je suis complètement concentré en train d'écrire. Mais mon temps de création, c'est toujours le même tous les jours, c'est de 8h à 12h30, et ça c'est le pilier de ma vie. C'est tous les matins, je sais, il faut que je sorte, que je digère tout ce que je vis et que je le fasse vivre à mes personnages. Je dis ça parce que je vois bien nos auditeurs en train de se dire, bon, c'est bien beau tout ce qu'il nous a dit, mais comment est-ce qu'il fait lui pour trouver cet équilibre justement entre observer, écouter, apprendre, restituer, prendre le temps de la réflexion? Donc, c'est pour ça que je vous demandais un peu comment vous faisiez, quoi. Peut-être parce que j'écris, j'ai une disponibilité totale sur mes après-midi. C'est-à-dire, vu que mes matinées sont consacrées à l'écriture, c'est très clair. Le matin, je travaille, l'après-midi, je suis en observation, en étude. Et c'est peut-être ce qui facilite aussi ce temps de recherche. Je vais presque dire, l'après-midi, je fais ma documentation. C'est-à-dire, je vais sur place, je regarde, j'observe, je prends des notes, je discute et j'essaie de comprendre des choses que je ne connaissais pas. Voilà. Mais le matin, c'est une activité tournée vers la création pure. Et c'est assez, je pense, troublant pour l'entourage et les gens qui vivent avec moi, parce que tout d'un coup, ils savent que le matin, il faut juste pas me déranger parce que je suis en train d'écrire. Et alors, une autre bizarrerie, c'est que j'écris au café, donc j'écris dans un endroit extrêmement bruyant où il y a plein de gens qui rentrent et qui sortent, et je me sens bien que là. C'est-à-dire, je suis dans une petite bulle que je fabrique autour de la table. Autour, ça bouge. Il faut autour que ça bouge. C'est le paradoxe de l'être humain. Ouais. C'est-à-dire, je me sens bien seul au milieu de la foule. Voilà. Et même, je suis dans un endroit, dans un café, où il y a une grande baie vitrée, et donc je vois en permanence des êtres humains qui vont de gauche à droite, et quand j'écris pas, mon regard les suit, et ça me donne des idées de personnages, ça me donne des idées de situations. Je ne suis pas du tout, malgré ce que je viens de dire, l'écrivain sur cette tour d'ivoire qui essaie de penser le monde sans y être. Il faut que j'y sois, il faut que je sois bien au milieu des gens, il faut que je sois au milieu de la nature, il faut que je voyage pour pouvoir écrire. Bon, rien à ajouter. Voilà, à tout de suite. Notre planète est un trésor. Avec Louis Baudin, apprenons à l'aimer. Élémentaire. Élémentaire. Sur RTL. Voilà, retour dans Élémentaire. Ah oui, là je sens que ça tourne dans les esprits. Ouais, ah bah écoutez, voilà, vous venir écouter Élémentaire avec Bernard Werber, vous êtes servi. Vous avez plein d'éléments de réflexion. Peut-être si vous êtes en vacances, voilà, on a le temps de la sagesse, de se reposer, de réfléchir, de regarder peut-être la planète un peu différemment, de mettre de la couleur dans la valise. On a vu ça au cours de cette émission. Alors quand même, moi je voudrais revenir un petit peu sur l'avenir. Optimiste ou pessimiste? Bon, vous avez en partie répondu, j'imagine qu'on se doute bien, mais là... J'ai une formule, je dis pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme. J'ai l'impression que l'humanité avance avec 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Au final, ça avance. Au final, on avance. Mais j'ai tout le temps, je veux dire, un traumatisme étrange, c'est la chute de l'Empire romain. Je me suis dit, attends, ces types qui sont arrivés jusqu'à un certain niveau de raffinement et de perfection, tout d'un coup, tout s'effondre sous les invasions barbares, et il faudra attendre 1000 ans, c'est-à-dire la Renaissance, d'ailleurs ça s'appelle Renaissance pour ça, c'est-à-dire c'est pour qu'on se reconnecte à l'Antiquité. Donc on a perdu 1000 ans.
Et voilà, j'ai cette hantise que tout d'un coup, on revient en arrière, et je sens bien, il y a des forces rétrogrades, c'est-à-dire il y a réellement des gens, parce qu'ils ont peur de l'évolution, qui proposent vivons comme il y a 100 ans, dans 500, comme il y a 500 ans ou comme il y a 1000 ans. Et du coup, le combat n'est pas du tout gagné. Et je pense qu'il peut y avoir des forces réactionnaires rétrogrades qui remportent tout, parce qu'en plus, les forces rétrogrades et réactionnaires ont un discours simpliste, donc c'est facile à comprendre, alors que les forces de l'évolution et du progrès ont toujours un discours complexe qui donc est plus difficile à faire passer. Qui parfois demande un peu d'effort aussi. Oui, qui demande un effort. Voilà. Et je me rappelle par exemple Pol Pot qui avait dit c'est aux paysans de tuer les intellectuels. Ça résume bien le système. Ça s'est passé pareil à la révolution culturelle chinoise. C'était vengez-vous sur ceux qui ont été à l'école. Il y a un moment, il y a la tentation de la brute qui va casser la gueule à l'intellectuel, et cette tentation revient tout le temps. Et quand on regarde l'actualité, on a souvent ça. Donc il y a ce risque. Maintenant, maintenant il y a l'ONU, il y a quand même des moments où on se met d'accord sur changeons les règles et punissons ceux qui veulent casser la gueule à tout le monde. Je sais pas. Je suis optimiste, mais je suis conscient que tout peut s'effondrer, tout est très fragile. Vous savez, quand durant la Deuxième Guerre mondiale, on a dit il n'y a pas beaucoup à gratter sur la peau de l'être humain civilisé pour découvrir la grosse brute avec une massue qui veut juste tuer et qui prend du plaisir à tuer. On a vu ça au Rwanda aussi. Donc il y a des exemples qui montrent que tout peut s'effondrer et que notre système est fragile. Et une des explications pour lequel le système est fragile, c'est que nous sommes une espèce jeune. Je disais tout à l'heure, nous avons 7 millions d'années, donc nous sommes un peu comme ces adolescents, vous savez, qui font sans moto, qui se rendent pas compte et qui prennent des risques. Il y a quand même le risque, il y a un risque que tout pète, il y a un risque que tout le monde s'entretue, mais je crois que les gentils vont gagner. Mais c'est bizarre, je raconte ça, je me dis, je suis en train de traumatiser tout le monde à la radio en racontant des trucs bizarres. Voilà, tous mes romans, ça finit toujours bien, mais en effet, j'essaie de montrer, il y a réellement des dangers. Vous parlez du principe de précaution. Évidemment, nous devons faire attention aux petits signes avant-coureurs qui nous montrent que tout peut s'effondrer. Mais tout peut s'effondrer, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on est responsable aussi. Il faut tout faire, il faut s'engager, il faut être responsable et il faut prendre les bonnes décisions et surtout, il faut développer son imagination pour trouver des solutions. Alors justement, on arrive au terme de cette émission, Bernard Werber, et comme c'est la tradition un peu dans celle-ci, on laisse un petit peu de temps à la fin de l'émission à notre invité pour laisser un témoignage, une idée, un petit conseil, bref, une petite couleur tout à fait personnelle que vous avez envie de laisser donc à nos auditeurs. Alors je vais revenir sur l'idée de tout à l'heure parce que ça me semble la plus puissante des idées en général, c'est regarder les étoiles, se coucher. Alors je veux dire comment il faut faire, mais faites-le à votre manière. C'est vous étendez par terre sur l'herbe, dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Il y a partout beaucoup de lumière. Essayez de trouver un endroit où il n'y a pas d'éclairage de ville, et là vous allez voir, votre vision va s'habituer progressivement à la lueur des étoiles, et juste vous laissez votre esprit aller vers les étoiles, et là vous allez devenir le roi de l'univers. Et c'est une expérience à vivre pour n'importe qui. Pas besoin de riche, pas besoin de machine, pas besoin de télescope, pas besoin de rien, pas besoin de connaître les noms techniques des planètes. Juste on prend une petite lumière au hasard dans le ciel et on laisse son esprit partir là-bas, et on s'aperçoit que notre esprit est capable de voyager dans l'espace sans aucune limite. Et c'est ce qui fait toute la chance d'être des êtres humains. On a cette possibilité-là, voyager dans l'espace avec notre esprit. Bon, Bernard Werber, merci d'avoir fait ce voyage avec nous et puis nous laisser comme ça avec la tête dans les étoiles. Moi, j'aime bien. En tout cas, dans Élémentaire, ça correspond exactement à l'esprit de cette émission. Bernard Werber, avec votre dernier livre, le titre c'est... Voilà, Le rire du cyclope, c'est le dernier livre que vous avez sorti parce que vous êtes une enquête sur le rire, voilà, c'est sur le rire en plus, c'est bien. Le rire est le propre de l'homme. Pourquoi avons-nous besoin de rire? Et donc c'est une enquête policière, mais qui va expliquer en même temps comment se passe le rire dans notre cerveau. J'aime bien essayer de comprendre des choses qui me semblent évidentes. Rire, ça me semble un grand mystère. Donc voilà, j'en ai fait un roman. Bon, ça vous empêche pas de rire quand même, auditeur, même en regardant les étoiles. Merci Bernard Werber. Voilà, Élémentaire, c'est fini, mais sur RTL, les programmes continuent. À bientôt, bonne soirée. C'est l'été sur RTL.